à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau Peugeot 5008, la voiture familiale 7 places par Peugeot en version style SUV. Bon, comme d'habitude, je vous donne toutes les caractéristiques de cette voiture, toutes les motorisations, toutes les batteries, tous les moteurs hybrides, tous les thermiques, etc. Je vous donne tout pour le savoir, et ensuite on essaye cette version ici. Donc c'est les premiers à arriver, les versions électriques. Bien sûr, il y aura d'autres versions, hein. Je vous redonne tout ça juste après. On va voir ce que ça donne sur la route. C'est un petit peu comme le 3008. Si vous avez vu la vidéo du 3008, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous l'avez vu ou pas, pour vous faire une idée. Celui-ci existera en version 7 places uniquement, le 3008 en version 5 places. Je pense que c'est peut-être pour ne pas cannibaliser les ventes l'un de l'autre. Alors celui-ci est un petit peu plus spacieux, on verra qu'à l'arrière par contre il y a une différence. Ensuite sinon, vu de face, je pense qu'on pourrait très difficilement les différencier puisqu'ils reprennent exactement les mêmes codes. Avant de vous parler en détail de cette voiture, le partenaire du jour c'est Ovoco et je vous emmène sur l'ordi pour vous montrer ce que c'est. Bon alors, qu'est-ce que c'est Ovoco? Eh bien en fait c'est une banque générale dans toute l'Europe de pièces d'occasion détachées. Ça veut dire que si vous recherchez un alternateur, des balais d'essuie-glace par exemple, un volant, un siège ou quoi que ce soit, peu importe la marque de votre véhicule, vous allez pouvoir le trouver sur Ovoco. Et là par exemple j'ai le site juste ici. On a des raccourcis et ensuite il y a vraiment toutes les marques, même on peut avoir de la Ferrari comme de l'Aston Martin ou de la Audi, même de la Exam, voiture de base. Et ben, là par exemple c'est une Peugeot que j'essaye aujourd'hui, alors je vais aller dans Peugeot par exemple et ensuite je vais avoir tous les modèles, il y a même de la Peugeot 104, c'est assez bluffant. Qu'est-ce que j'essaye aujourd'hui? J'essaye un 5008, alors on va chercher le 5008. Il est là, allez, phase 2 à partir de 2016. Ensuite, vous pouvez voir que j'ai vraiment le choix pour tout. Même dans le moteur, il y a 230 pièces. Imaginons que dans le moteur, je veux un démarreur, un alternateur. Je peux même avoir un capteur d'arbre à cam. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a les photos de la pièce exacte que vous allez recevoir. Si c'est cette pièce-là, j'aurai exactement la même dans mon colis livré à la maison. Ça, c'est quand même vraiment cool. Vous n'avez pas besoin d'aller le démonter dans une casse, vous déplacer, etc. Je peux même avoir une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Voilà, 1500, 400 euros, 2300, il y a vraiment le choix. Et par exemple, je veux cette partie-là, j'ai toutes les photos et ce sera livré directement à la maison. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une vraie description avec de quel côté est le volant, etc. pour vraiment ne pas vous tromper. Je pense que ça, c'est un site que je vais beaucoup utiliser à l'avenir parce que c'est vraiment intéressant et surtout, ça fait du recyclage. Et si ça ne va pas, bien entendu, vous avez une page retour pour pouvoir retourner votre produit. En fait, j'ai envie de fouiner partout. Il y a même des phares avant de Ferrari. 2300 euros le phare avant de Ferrari 458. Bref, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description directement pour aller sur ce site Ovoco. Le 5008, ça existe depuis 2009. C'est la 3e génération et c'est du Made in France. Cette voiture est fabriquée à Sochaux et les batteries sont également fabriquées en France. Pour le moment, c'est BYD qui les fournit, mais ça sera ensuite 100% Made in France. Cette place, comme je vous disais, elle sera disponible en allure ou en GT. Par contre, au niveau des motorisations, là, on va voir quand même pas mal de choix. Au niveau des motorisations, ça commence à partir de cette version électrique pour le moment. 210 chevaux et une batterie de 73 kWh qui annonce une autonomie d'un petit peu plus de 500 km. Ensuite, il y aura une version qui arrivera long range. Ce qui s'appelle long range, c'est pour grande autonomie. 230 chevaux, donc un poil plus puissante, mais une batterie beaucoup plus grosse de 98 kWh, quasiment 100. Ça commence à faire, ils annoncent cette fois-ci une autonomie de 660 km en WLTP, bien entendu. Ensuite, ils sortiront plus tard. Donc les versions grande autonomie arrivent dans un mois à peu près. Et ensuite, plus tard, des versions les plus sportives qui seront 320 chevaux, qui reprendront la batterie 73 kWh. Pareil, on sera aux alentours des 500 km, mais cette fois-ci en 4 roues motrices avec 320 chevaux, ce qui est plutôt pas mal. Elle commence à partir de 46 990 €, 51 000 pour les versions GT dans cette finition-là avec cette batterie. Ensuite, nouvelle version PHEV, donc hybride rechargeable, qui fera elle 195 chevaux, 150 chevaux du bloc thermique, 125 chevaux du bloc électrique,
une batterie de 17,1 kWh qui donne une autonomie d'environ 78 km en 100% électrique. Hâte de tester cette version également qui pourrait être peut-être assez intéressante parce que beaucoup de gens ont du mal à passer au 100% électrique. Ça peut être la bonne phase de transition, même si ça commence à faire quelques années quand même qu'on roule en voiture électrique. Et ensuite, les versions un petit peu plus basiques avec le nouveau moteur micro-hybride qui s'appelle hybride chez Peugeot mais qui n'est pas une vraie hybridation, c'est un MHEV amélioré on va dire, 136 chevaux avec le nouveau 1,2 litre et cette nouvelle boîte DCT6. Cette version de base avec le moteur 136 chevaux 1,2 litre commence elle à partir de 40 490 €. Je vous ai dit pour le PHEV, à partir de 44 950, 45 000 en gros. Au niveau de la recharge, comme là on est sur une version électrique, ça recharge jusqu'à 160 kW. On a le chargeur embarqué 11 de base de série, ensuite on aura la version 22 qui sera une option. 20 à 80%, attention, de 20 et pas 10, 30 minutes environ, donc de 10 à 80, on sera sur 35 minutes à peu près. Au niveau des dimensions, c'est une voiture qui mesure 4,79 m de long, c'est plus 25 cm comparé au 3008. 1,90 m de large sans les rétros ou 2,10 m avec les rétroviseurs déployés et 1,69 m de haut avec les barres de toit juste ici. Au niveau du poids, comme c'est la version électrique, je vais vous parler de celle-ci puisque j'ai la fiche technique que de celle-ci pour le moment, environ 2200 kg. Au niveau du coffre, on verra qu'on a plutôt pas mal de place pour une version 7 places, ce qui est assez rare. Au niveau des couleurs, 6 choix de couleurs différentes que vous pouvez voir juste ici. On a du bleu, du blanc, du gris et un gris bleuté à peu près. Là, il est dans un gris assez foncé. Je le trouve un petit peu triste comme ça, à part le nouveau bleu un peu gris qui change un peu, mais pareil, ton très triste, plus de rouge, enfin pas de couleur fun. À part le bleu, pourquoi pas. Sur la partie avant, on peut voir c'est exactement le nouveau 3008. Pour moi, il n'y a vraiment rien qui change. On reprend la même idée, un capot plutôt à plat, un petit peu plongeant sur le bout ici qui nous amène à ce bandeau noir qu'on retrouve souvent sur l'arrière pour justement élargir un peu la voiture. Ils ont décidé de le faire à l'avant. Les nouveaux blocs optiques qui changent, trois griffes également dans le phare bien sûr 100% LED sur toutes les versions. Sous ce capot ici, donc on peut voir à l'intérieur de cette version électrique, donc qu'il y a juste un cache. On aurait pu mettre peut-être un petit rangement pour les câbles, même si on a pas mal de coffres à l'arrière. J'aime bien pouvoir séparer mes câbles de charge de ce que je mets dans le coffre. Mais bon, donc cette partie là, les trois griffes, le clignotant qui s'affiche sur toute la longueur et qui clignote plutôt fort. Par contre, bon, ça désactive les feux de jour. Ensuite, là, pas de rideau d'air. Ils ont travaillé l'aérodynamisme sans pouvoir faire entrer d'air ici. Donc, pourquoi pas. On a des formes triangulaires, donc une sorte de triangle ici. On a des triangles là, une sorte de triangle ici, ce qu'il nous disait au niveau du design. Pourquoi pas, puisqu'il disait qu'il voulait que ce soit un petit peu découpé. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, même au niveau de ces nouveaux phares sur ce 5008. Est-ce que vous préférez cette version à 3 crocs? Est-ce que vous préfériez le beau petit croc, la long en finesse bien verticale juste ici, ou le fait que ce soit ramassé beaucoup plus haut et comme ça vous plaît un petit peu plus? Le 5008 ici qui est noté sur cette bande noire avec la nouvelle inscription, avec le lettrage un petit peu penché et un petit peu bombé. Ensuite, on retrouve ici la caméra. Les caméras, ils ont fait beaucoup d'efforts. On a des caméras de bonne qualité, belle visibilité également en pack 360. Plus bas maintenant, on retrouve le nouveau logo qui est ici vraiment mis en suspension, comme ça, comme s'il flottait au milieu de la calandre. Et on peut retrouver donc ces petites facettes qui viennent se dégrader petit à petit et elles sont couleur carrosserie. Alors ça, je trouve ça joli. Beaucoup de marques pratiquent cet effet maintenant de... on dégrade comme ça et on va se fondre dans la carrosserie. Support de plaque ici en plein milieu, je trouve que ça va bien, ça fait pile poil la largeur, parfaitement intégré. Et ensuite les capteurs ici pour les aides à la conduite. On retrouve conduite de niveau 2, le pilote assist, ce qui me permet de pouvoir lâcher les mains et régulateur adaptatif, etc. Donc tout qui va bien. Un petit peu plus bas, on peut voir la lame ici qui est séparée. On a une finition GT aujourd'hui. Donc là, pour donner un côté un peu plus sportif, c'est assez marrant d'avoir ce dédoublement. On dirait un petit peu une moustache, vous savez, comme les gens qui laissent ici et hop, double moustache. Voilà, ce à quoi ça me fait penser. Et la lame en noir, donc qui vient finir là sur l'eau, qui revient à cet endroit-là et ensuite qui vient sur les côtés.
se fondre dans les arches de roue comme d'habitude pour le style un petit peu SUV, et je vous emmène sur le côté. Sur le côté, donc, je vous fais profiter en même temps de ce beau coucher de soleil de Suède. Côté, donc les arches de roue peintes sur cette version GT, donc en noir brillant, donc ils vont faire le tour de la voiture comme on a l'habitude sur tous les SUV. Bas de caisse également, sinon ce sera en plastique brut un petit peu grainé. Petite nouveauté également sur les Peugeot, c'est ça, c'est le nouveau logo ici avec une insigne un petit peu comme Ferrari le faisait. Et ça rappelle l'écusson, voiture un petit peu plus premium, puisque Peugeot veut se positionner en voiture un petit peu plus premium au sein du groupe Stellantis, un petit peu comme DS. Donc on veut remonter petit à petit. Entourage ici en noir avec du caoutchouc, quelque chose d'assez plat. Les designers nous ont dit qu'ils voulaient travailler sur des surfaces assez planes et quelque chose de simple. Il m'a dit le mot, mais j'ai totalement oublié de comment il appelait ça. Et cette partie spécifique au 5008, puisqu'on peut voir là, une sorte de boomerang ici, puisqu'ils n'ont pas fait la même chose que sur le 3008, qui est maintenant ce qu'ils appellent une sorte de fastback, que moi j'appelle coupé. Pour moi, un SUV, ça reste cette forme ici sur l'arrière. Et surtout, on a besoin de ça si on veut pouvoir mettre la tête des passagers ici et garder en même temps un petit peu de coffre. Moi, je suis plutôt fan des versions vraiment SUV, pas des SUV coupés. N'hésitez pas pareil à me donner votre avis là-dessus. De ce côté-là, la trappe de recharge. Donc la trappe par contre est gigantesque. Je pense que ça fait la taille d'une feuille A4, je pense. Presque. Ouais, là il y a 25 cm. Je pense que c'est une feuille A4. Un jour ils se sont dit les gars, on fait la trappe comment? Tiens Michel, t'as une feuille? Michel il est arrivé, il a dit ouais, si on la pose comme ça, tu fais un rond. Et je pense qu'ils se sont dit voilà. Au niveau de la recharge, 160 kW pour la charge rapide en pic. Donc comme je vous disais, 30 minutes à peu près pour un 20 à 80%. 35 minutes en vrai, voire 40 à peu près selon les chargeurs. Ou 11 ou 22 en option. Les jantes, ici donc c'est du 20 pouces qu'on a aujourd'hui en 235 au 4 coins, avec des pneus Michelin e-Primacy, des pneus adaptés aux véhicules électriques pour que ça consomme un petit peu moins de bruit de roulement et moins de résistance également au roulement pour que ça roule un petit peu plus loin. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus dynamique, n'hésitez pas à changer vos pneus pour prendre des pneus un petit peu plus sportifs pour avoir encore une meilleure accroche et une meilleure tenue de route. Un petit coup de 3 quarts arrière parce qu'on aime bien les 3 quarts arrière. Feu. Nouvelle signature lumineuse avec pareil double griffe à chaque fois. Ils appelaient ça des blades, l'ingénieur tout à l'heure. Double lame, blaze, comme ça à chaque fois, donc incrustée de plus en plus grande. Peugeot, notez ici le i5008 pour en appeler la version qu'on a, donc pas de E si pas de version électrique, sinon 5008, pareil avec la nouvelle écriture et ce style penché. Le Peugeot par contre lui reste bien droit. Sur l'arrière, petit béquet ici qui intègre le troisième feu stop, vitre arrière surteinté et l'essuie-glace qui est une très bonne chose. Ensuite, une sorte de petit béquet ici bien à plat. J'aurais bien aimé peut-être un petit peu plus relevé, mais c'est vrai que ça donne quand même du style. Et surtout, le plus important, c'est que l'air soit coupé direct. Ensuite, quelque chose de très vertical ici. Donc, on retrouve une partie très plane, un poil creusé ici, on aurait peut-être aimé un petit peu plus pour donner plus de volume à cette partie de la malle arrière. Et ensuite, donc là, ils ont fait une nouvelle couleur plutôt que de faire du brillant. Ils se sont dit, on va faire du gris mat. Alors sur cette couleur, ça contraste un petit peu sur la version grise un peu plus claire. Ça fait un peu ton sur ton, mais pourquoi pas. Caméra de recul juste ici, avec normalement de quoi la nettoyer également. Bouclier entièrement peint. Donc sur les versions les plus entrées de gamme, il me semble que ce sera en plastique comme les arches de roue. Ça se répéterait, ça fera tout le tour de la voiture. Alors au niveau du coffre, je vous rapproche. Pour ouvrir le coffre, soit le bouton à la clé, soit on va pouvoir venir ici. Alors exactement le même souci que 3008. Il faut glisser ses doigts ici. Alors quand je mets mes doigts ici, je viens me cogner contre un truc. Alors ça défonce les ongles. Lorsque je glisse mes doigts, il y a une ligne de peinture qui est faite ici, qui fait que c'est presque coupant, donc c'est pas très agréable. Et ensuite, il faut aller chercher les petits trucs. Et le problème, c'est que si je mets pas mes doigts comme ça, je plie ma main là, mais en fait, mes phalanges tapent juste ici, sans que j'aille toucher. Et je cherche, et là, j'arrive. Donc en fait, je me fais mal ici, je me fais mal là, parce que c'est un peu tranchant. Peugeot, je l'avais déjà dit sur 3008, un peu dommage. J'ouvre, c'est électrique.
Et là, la voiture est en configuration 7 places. Et comme vous pouvez le voir, j'ai quand même mon gros sac de rando ici, mon manteau, un autre petit sac là-bas. Ça laisse quand même un petit peu d'espace de chargement. Et ce qui est bien, surtout ce qui est même très bien, c'est qu'on a accès sous le plancher. Ici, encore un autre gros volume de chargement de 90 litres quasiment. Lorsque la voiture est en position 7 places, on retrouve 348 litres de chargement. Donc cette partie-là, plus le dessous où il y a encore les câbles de recharge. Ça, c'est vraiment top. Et 916 litres lorsqu'on est en position 5 places. Donc j'avoue qu'on a quand même vraiment pas mal d'espace. Pour rabattre, je tire les petites languettes ici. Hop, alors, ce qui est dommage, c'est que quand les sièges arrière du deuxième rang sont inclinés, c'est un petit peu compliqué puisque les appuis-têtes frottent beaucoup sur la moquette. Donc il faudra penser, si possible, à replier là-bas, sinon il faut y aller un petit peu plus fort. Alors si je mets ça au fond là-bas, si je mets ça là, donc j'ai enlevé la plage arrière ici que je peux stocker à cet endroit-là, sinon je peux l'enlever, donc c'est une plage souple, puis vous me connaissez, hop, hop là, là, hop, ça rentre sans problème. Il y a pas mal d'espace. Lorsqu'elle est en configuration 5 places, c'est vraiment intéressant. Et même donc, le volume ici, plus le volume sous le plancher. Et même lorsque les sièges sont baissés, on a quand même du volume en dessous. Et ça, c'est un vrai plus. Bien joué Peugeot. Je crois que maintenant, je vais aller jouer à me contorsionner pour vous montrer à quoi ça ressemble au niveau des places arrière. Allez, je vais vous montrer déjà comment accéder aux places arrière, tout arrière. Donc, je viens tirer ma languette ici. Alors, c'est très dur de tirer et il n'y a pas d'arrondi au bout en fait. La partie plastique, ça fait vraiment mal aux doigts. Hop, et ensuite je fais coulisser. Alors là par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a un réel accès. Par exemple, contrairement au Renault Espace qui était vraiment très restreint. Là regardez, enfin, c'est ultra spacieux. Par contre ça là, c'est un arrondi, monsieur ingénieur de chez Peugeot, pour que ce soit beaucoup plus agréable. Hop. Donc je me tape les pieds et regardez, là je peux rentrer vraiment les deux genoux directement tête en avant et même ici me poser. Je relève cette partie, donc c'est bien plus pratique lorsque les sièges sont avancés pour ne pas frotter juste ici puisqu'on a deux inclinaisons que je vous montre juste après. Allez, Nicolas, ici 1,80 m. Je viens rabattre ce siège, je viens le remettre comme ça. Il reste encore un petit peu de place pour les jambes à l'avant. Et alors, si on recule vraiment les sièges, j'aurais peut-être plus beaucoup de place pour les pieds. Par contre, là, moi, je fais du 44-45. Eh bien, ça passe. Je relève cet appui-tête. Au niveau de la tête, alors si je me mets vraiment droit, ma tête vient taper un petit peu là-bas à l'arrière. Mais en vrai, ça va. Ah, il y a même... Ah oui, là, il y a la bosse de l'antenne retient là-bas. Donc, en vrai, je peux me caler comme ça. Oh, pour dormir, ce serait pas mal. Là ou là. Bon, Nicolas, 1,80 m tient quand même. Là, je le fais un petit peu exprès. Mais si je sais... Il me reste de la place pour les genoux, il me reste de la place pour les pieds. Ce qui est bien, c'est qu'on a deux banquettes, elles ne sont pas trop basses, même si, alors hop, je vous montre quand même la position des jambes. J'ai des genoux qui sont un petit peu relevés, mais ça va. Pour ceux qui suivent bien la chaîne attentivement, il y a une voiture que j'ai essayée là il y a quelques jours où je vous ai fait la présentation. C'était beaucoup plus bas. Et là, je suis plutôt bien. J'ai un petit porte-gobelet de ce côté-là. Là, il y a de quoi mettre la plage arrière. On a les accroches pour défiler au cas où lorsque c'est rabattu. On a deux LED juste ici. On a une troisième ceinture pour cette place-là qui est au plafond. Alors ça, j'aurais bien aimé qu'elle soit directement sur la banquette puisque maintenant c'est bassé en... C'est plus vraiment un 3 sièges, c'est au niveau de l'assise un 2 tiers, 1 tiers. L'assise, c'est pas trop mal, hein. C'est un petit peu ferme. On n'a pas trop de maintien latéral, mais par contre de ce côté-là, on est vite maintenu parce qu'on arrive en butée. On est pas mal. Au troisième rang, je ne m'y attendais pas. Et j'ai même une petite prise 12 volts juste là et la ceinture avec une pince pour pouvoir la tenir. Et là, de ce côté-là. Bon, même si on a un petit peu de trajet à faire, on ne sera pas si mal installé. Et pour des enfants, je pense qu'ils seront contents d'être tout à l'arrière. On a une bonne visibilité là au niveau de ces fenêtres. Ouais, c'est plutôt pas mal. Le toit panoramique, j'en profite pas tant que ça vu d'ici, mais je vois quand même un petit peu. Bien, pas mal. Et pour rabattre, hop, je le refais comme ça. Et ensuite, je peux faire coulisser. Donc ça coulisse là sur 15 cm. Donc rang 3, plutôt accessible. Rang 2, encore plus facile. La porte s'ouvre assez grand, bien ouverte. On rentre facilement. Je relève. On appuie tête tout de suite. Je viens chercher cette portière. Alors pareil,
Comme on est sur une finition GT plutôt haut de gamme, on a des choses plutôt bien finies. À l'œil, c'est flatteur surtout, avec cette partie rétroéclairée, avec ces petites impressions au laser qui réfléchissent la lumière. Je trouve ça vraiment intéressant et c'est beau à l'arrière. Pareil, au niveau de cette texture textile, très sympa. Au niveau des poignées, alors par contre, les poignées sont très peu profondes. Elles sont un petit peu inclinées vers l'extérieur, donc au cas où il pleuve, vous voulez tirer la poignée, il est possible que ce soit pas si facile. Et pareil, mesdemoiselles ou mesdames avec des grands ongles, vous allez vite aller taper au fond et avoir très peu d'accroche au niveau de cette poignée. Au niveau de la fenêtre, fenêtre à impulsion, elle ne s'ouvre pas jusqu'en bas. Donc si vous voulez mettre votre bras, vous allez avoir l'avant-bras directement sur la portière. Alors je trouve ça dommage parce que la portière est gigantesque. J'aurais bien aimé que ça puisse descendre jusqu'en bas, mais d'un autre côté, ouais, ça n'aurait pas été possible parce que là, cette partie-là, la fenêtre est très très grande également sur la longueur. Ce qui est bien, c'est qu'on a un petit rideau ici, au cas où, pour les enfants ou pour l'été à l'arrière, ou si on veut dormir lorsqu'on part en vacances. Tout le monde a sa petite poignée. À l'arrière, on n'en a pas, mais les 4 ici sont disponibles. Là, je suis positionné assez haut, ça j'aime bien, parce que ça reste quand même une voiture familiale. Ça me donne de quoi bien reposer l'arrière des cuisses. Au niveau des pieds, j'ai de la place. Au niveau de la tête, j'ai de la place. Au niveau des genoux, j'ai énormément de place. Pareil pour les pieds. Et là, comme on a un plancher plat, c'est hyper généreux. On est très très bien. Les sièges ne sont plus 3 sièges indépendants, mais 2 tiers, 1 tiers. Et donc, quand je coulisse la banquette sur les 15 cm, on peut le voir juste ici. Ce qui est intelligent, c'est que c'est bien mis sur les extrémités également au niveau des tirettes. 2 petites pochettes ici, les parties toujours un petit peu style cuir là, des sièges en cuir plus tissu comme on retrouve là, qui font le tour. C'est plutôt bien. Au niveau de la tête, c'est sympa. Et là, le grand toit, pareil. Donc on a ces LED. Au final, ces LED servent pour et cette partie-là et à l'arrière également. Mais en même temps, il y en a 2 cachés dans les extrémités là-haut. On peut tirer cette partie si je veux une sorte de trappe à ski ou rabattre. Donc cette fois-ci en 40, 20, 40. Ça, c'est plutôt pas mal pour les dossiers. Donc là, on a dit que ça c'était bien. Bon maintien latéral, ils sont bien creusés. Le cuir est la version la plus confortable des sièges sur cette voiture. On a une climatisation trizone, donc une zone pour ici, 2 zones pour l'avant et à l'arrière. Est-ce qu'on a des aérateurs? On n'a pas d'aérateur, donc il faudra faire souffler assez fort de ce côté-là. Un petit peu plus bas, 2 prises USB-C, une prise 12 volts et un petit rangement vide-poche sur le bas. Plutôt bien. Au milieu, hop, alors c'est un petit peu plus ferme lorsqu'on arrive, parce qu'on est bien maintenu par les côtés, mais moi je suis 1m80, alors je ne suis pas très large. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que ouais, l'assise, c'est plutôt pas mal. Alors, ça, bougez pas, parce qu'elle est coincée dans un truc, je pense qu'elle bouge. Voilà, il fallait l'enlever. Comme cette boucle ici bouge, eh bien ça va, ça ne me gêne pas du tout. Le dossier alors, est un peu plus ferme, il est un peu bombé comme ça, donc un peu moins de maintien. Par contre, l'assise, en tout cas, je suis très bien calé, comme ça remonte pour les sièges de chaque côté. Ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que même si papa roule vite, papa, je vais juste avoir le dossier qui bouge, mais par contre, je serai bien maintenu ici au niveau du popotin. J'ai de la place pour les pieds, alors mon 44 ne passe pas directement tout droit là, ici, mais je peux mettre mes pieds un petit peu à gauche, à droite ou sur les côtés. Au niveau de la tête, plein d'espace. Au niveau des genoux, ça reste encore très généreux. Fixation top taser isofix sur les 2 sièges d'extrémité ici. Et lui, il n'y a pas le droit. Lui, il n'y a pas le droit. Donc 2 sièges bébés seulement ici à l'arrière. Grand toit vitré, ça c'est plaisant. Et c'est également éclairé ici tout autour la nuit. C'est assez sympa. 2 petits crochets ici là pour mettre ces petites chemisettes. Et voilà. Ah non, je ne vous ai pas montré l'inclinaison sur 2 niveaux. Sur le côté, hop, je peux incliner 17 degrés d'inclinaison comme ça. Alors là, je suis très droit. Ça peut permettre également de relever un peu le dossier pour pouvoir se reculer un petit peu si j'ai besoin d'espace aux jambes, si papa est très grand ou maman est très grande pour les personnes derrière. Ou sinon, incliner à 29 degrés. Ah non, il y en a plein, il nous avait dit 2 positions. Ah non, en fait, il y a une dizaine de positions. Ah, trop bien. Donc ça part de là, 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 là. Bah, en fait, il y a plein de petits crans. Ah non, c'est plutôt pas mal. J'avoue que moi, la position la plus inclinée, ça me plaît bien. Ça me permet de me relaxer. Pas mal. Bon, allez, je vous fais découvrir l'avant de ce nouveau 5008 qui est en fait l'avant d'un nouveau 3008. Mais je vous remonte quand même un petit peu.
Allez, petit tour de l'auto comme on aime bien pour pouvoir découvrir ses formes différemment. Parce que je trouve qu'en live, c'est toujours différent. J'aime bien le côté SUV. Dans ce gris là comme ça, il fait assez sombre. Ça manque un petit peu de couleur, moi je trouve. Pourtant, Peugeot a des magnifiques couleurs, genre des jaunes, des trucs comme ça. Alors c'est vrai que jaune là-dessus, ce serait peut-être un petit peu différent, mais le rouge, pourquoi pas. Allez, c'est parti pour l'avant. Alors, à l'avant, portière comme à l'arrière. Donc sauf que cette fois-ci, c'est moussé sur cette partie, plutôt que du plastique dur. Pareil, on retrouve cette partie-là. Alors ça, regardez, moi je trouve ça vraiment très canon. Donc selon comment on se trouve, ça réfléchit plus ou moins. Partie textile ici, ensuite on a ces parties moussées ici avec cette imitation cuir. Également les vitres ici, commande de rétroviseur, verrouillage du véhicule, la poignée ici pour déverrouiller et ensuite donc cette poignée pour venir rechercher sa porte. Donc comme je vous disais, c'est pas très profond, c'est profond de ça, et comme, regardez, c'est incliné comme ça, c'est-à-dire que quand je viens chercher comme ça, en fait j'ai vite les doigts qui glissent, et si j'ai les doigts mouillés, ça glissouille. Et pareil, fille avec ongles longs, si vous avez les ongles jusqu'à là, vous allez rentrer ça. Bac de porte ici avec de la moquette à l'intérieur, donc ça c'est bien, ça a une belle finition. En plus elle est douce, elle est propre, elle n'est pas, vous savez, très boulochée. On dirait, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais en tout cas belle finition ici. Ensuite plastique dur de base sur le bas, comme on connaît chez Peugeot. Le badge ici sur le seuil de porte. Siège électrique, alors vous verrez dans l'essai, j'aurai pas un siège électrique, je sais pas si j'en parle ou pas, mais je préfère vous le dire. Là ici, siège électrique sur les versions GT, avec le confort, mémorisation sur 2 positions sur ces sièges là. On a le massage en appuyant sur ce petit bouton, petit massage patte de chat, c'est mon préféré, et réglage électrique. Trucs très intelligents qui sont faits chez Peugeot également, c'est comme chez BMW, on tire 2 fois ici, ça ouvre le capot. On n'a pas de vérin pour maintenir le capot par contre. Gros repose-pied, voiture électrique, donc on conduit qu'avec le pied droit. Pédale, ici avec un pédalier un petit peu façon aluminium sportif. Petit vide-poche également à cet endroit-là. De ce côté-là pour ouvrir le coffre. Et l'alarme. Ça, je me rappelle jamais vraiment de à quoi ça sert. Je crois que c'est pour mettre le jeton de caddie, il me semble. Je ne dis pas de bêtises. Ensuite, sur le haut, là on retrouve vraiment tout le cockpit du 3008. Et ça, j'adore, regardez. Enfin, cette partie-là, qui vient s'engouffrer comme ça, qui fait vague. Je pense que si j'achète cette voiture, je me mettrai un petit surfeur ici, genre wouhou, grosse folie. Et ensuite, donc cette partie, vous pouvez voir là, tout est incurvé également, ce grand écran de 21 pouces. Je ne sais pas montrer vraiment les sièges, voilà à quoi ils ressemblent. C'est plutôt moelleux sur cette version cuir et le Peugeot ici directement. Allez, hop, à l'intérieur, au chaud. Alors, le point de vue de chez Peugeot, vous connaissez, on a toujours le volant plus bas et nous on est positionné plus haut pour voir de cette façon. Alors voilà exactement la façon dont je vois, moi, vu de mes yeux. Volant, donc plus bas. Nouveau volant avec ce style. Ça me rappelle un petit peu ce que Citroën fait avec les branches ici. Et pareil, là, c'est flottant à cet endroit-là. De ce côté-là, les aides à la conduite. Régulateur adaptatif. La distance avec le véhicule qui précède, remettre. OK, s'il lit les panneaux, comme ça, il se met à la bonne vitesse. 2 assistances, régulateur adaptatif ou conduite de niveau 2, et de ce côté-là, juste le limiteur, si on souhaite. Là, de ce côté-là, c'est pour changer la musique, commande vocale, décrocher au téléphone, plus de volume, moins de volume, et faire défiler les infos ou les musiques de ce côté-là. On a 2 palettes derrière le volant pour la recharge, on a 3 niveaux de recharge, on a forcément un minimum de recharge, et jusqu'au plus, qui est une sorte de mode B, pour ceux qui ont l'habitude. Volant avec le petit GT ici, mes plats à cet endroit-là, mes plats à cet endroit-là. Et regardez, enfin, là, cette vague-là de... Je trouve ça trop bien. J'aurais peut-être pu vous faire l'effet Atmos Dolby Digital, genre... Mais ça ne le fait pas avec cette caméra. Écran 21 pouces qui part de là, qui vient jusqu'à là. Cette partie est tactile. Jusqu'à là, cette partie n'est pas tactile. Il ne se passe rien. Par contre, cette partie, oui. C'est très bien pour le conducteur. Là, j'ai vraiment mon immersion, c'est ma voiture, c'est tout tourné vers moi. Ça, c'est tourné vers moi. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Tout est à moi ici. Quand je suis passager, bah d'accord, ok, copain, c'est tout à toi.
et moi je profite de la route et j'ai mon rétro et je regarde en face. Parce que quand on est passager, voilà la vue quand on est passager. Et si quand on est passager, on veut venir chercher ici, alors soit on est gaucher et on est doué de la main gauche et on vient s'incruster ici et regardez, par exemple pour venir sur la touche Home, mais ma main elle est où? Elle est sur le volant du conducteur. Donc c'est plus vraiment un écran central, c'est un écran du conducteur un petit peu déporté. Donc ce que j'aime pas, c'est ça, c'est les gens viennent dans mon espace ici. Par contre, lorsque je suis conducteur, je viens chercher là directement. Et ensuite, on a toujours les high toggle qui sont des raccourcis. On a 2 pages ici qu'on peut personnaliser. On reste appuyé et on personnalise comme on veut. Ce qui est bien, c'est qu'on peut se mettre les ADAS ici pour déconnecter assez rapidement l'aide au maintien, les alertes de vitesse excessive. Et c'est assez facile, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça c'est les nouveaux systèmes de chez Peugeot. Touche Home ici, comme ça je peux remettre une touche Home ici. À chaque fois que je dis Peugeot, il m'active la commande vocale. Je ne veux pas de commande vocale parce que c'était programmé, on peut changer également. D'application, les sièges, ce qui est bien avec les sièges normalement, se dit ils ont le massage et je vais vous mettre le pad de chat. Oh je kiffe, c'est tellement bien. Et en fait c'est ça l'animation et ça me fait des petites pattes comme ça là. Ah non, ouais si je crois qu'il me fait exactement ça là pour le moment. Ah ouais, et non il y a celui-là, ah non celui-là patte de chat. Ah. Bref, on peut avoir tous ces raccourcis juste en bas. De ce côté-là, l'écran, c'est incurvé, c'est plutôt joli. Là, c'est vraiment très cool. On peut personnaliser au niveau des couleurs, selon le mode de conduite. Alors, il faut que je démarre la voiture pour ça. Hop, là, ça passe en bleu ou ça passe en vert, selon les couleurs et les modes de la voiture. On a 3 modes, sport, normal ou éco. Et ensuite, donc ça, on a des embuages ici, recyclage d'air, climatisation ici également. Un chargeur par induction qui est bien caché, éclairé avec la même couleur que l'éclairage d'ambiance. Et non, le pédalier n'a pas l'air d'être éclairé. Et également, de ce côté-là, c'est éclairé. Et cette boîte ici, vraiment spéciale, allez, hop, hop, de cette façon. Là, on peut mettre son téléphone et peut aller sur le côté et il revient également. Ici, il est là. C'est Kwame qui m'avait montré ça. Planète GT, un copain. La clé ressemble à ça. Toujours une clé très basique de chez Peugeot avec le nouveau logo ici à l'arrière. Double porte-gobelet juste ici. Là, le frein de parking. Et écoutez, alors par contre, alors ça fait un petit peu de bruit parce qu'en fait c'est pneumatique, c'est juste un petit truc qui fait ça et ça fait un petit peu de bruit le massage, mais c'est pas grave, je me fais masser. Oh c'est bien ça. Toujours le rangement ici en plein centre, j'appuie ici, ça s'ouvre, hop, toujours très profond, éclairage, cette partie que je peux enlever très facilement. Alors ça c'est un des vrais avantages de Peugeot, c'est énormément d'espace dans cette boîte centrale. Et là c'est bien moussé, ça tombe parfaitement en sous le coude lorsque je conduis avec le volant tiré vers moi. Je trouve que c'est top et franchement hein, j'aime beaucoup cet intérieur. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, je vais pas montrer rapidement là-haut. Là, hop, boîte à lunettes juste ici, l'éclairage ici en tactile et ouverture du toit du rideau. Et je peux refermer le rideau et comme vous pouvez le voir là c'est éclairé également au niveau du toit vitré. De nuit c'est assez joli et là c'était joli les arbres, mais si on referme, voilà à quoi ça ressemble, beaucoup plus sombre. Moi je préfère quand c'est ouvert. Voilà, je pense que je vous ai tout montré. On va partir en voiture. J'ai un guest qui me rejoint. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous le reconnaissez. Bon, me voici à bord de ce nouveau 5008 avec Stéphane. Bien, bonjour Stéphane. Bah, merci de l'invitation. De rien. Je l'ai forcé un petit peu le pauvre. Je lui ai dit, viens avec moi s'il te plaît. Parce qu'il est très gentil Stéphane. On a un beau road trip à faire à Copenhague. Ah ouais, ça va être sympa. Ouais, à la plage. Allez, c'est parti. Je t'emmène dans ce nouveau 5008 avec cet intérieur de 3008. Certes. C'est quoi la différence avec le 3008 d'ailleurs? Il y a 2 places en plus. Ah, c'est ça. Et le coffre qui est pas pareil. Bon. Parce que l'autre ils l'ont coupé, là ils l'ont décalé. Tu vois la différence? Mais ouais, c'est vrai que ça a l'air spacieux. Par contre, j'ai vraiment l'impression d'être dans une péniche. Tu vois, quand tu regardes, le truc est, la vitre là-bas est très très loin. Ouais, mais ils l'ont présenté comme un SUV compact. Enfin, un grand SUV compact et non pas comme un SUV XXL. Ça reste un format plutôt raisonnable. C'est ça qui est intéressant. Ouais, mais quand on est dedans, on se dit que c'est quand même un gros SUV. On va voir ce que ça donne. Familial, ça c'est certain.
Exactement. Donc bon, tout ce nouvel habitacle là, comme je vous ai montré, là on est dans le noir, donc petit éclairage d'ambiance qui est assez sympa avec cette partie découpée au laser et je trouve ça assez joli. On peut changer de couleur, les modes, etc. Si je passe en éco, elle démarre, elle n'a pas démarré. Il faut démarrer. Si je passe en éco, ça passe en vert. Attention. Ah non, ça passe en bleu. C'est raté. Bon, c'est quelqu'un qui l'a programmé pas comme il fallait. Fais voir en rouge. C'est au rouge. Danemark, c'est comme ça. Ah, le sport, il est en vert. Ah, le sport, il est en vert couleur PSE un peu. Bon, on va commencer en normal. Drive, reculer là. Ouh, belle caméra. Ah, sur un énorme écran, 21 pouces. Exactement. Alors, ce qui est bien et pas bien, moi je redonne cet avis. C'est, imaginons, viens fermer ma caméra. Arrête de rentrer dans mon espace, s'il te plaît. C'est vrai. Là, déjà, on est bien séparés l'un de l'autre. Hein. Et en fait, tu viens dans mon espace pour venir toucher cet écran, c'est un peu dommage. Mais bon. Et t'as raison, c'est vrai que généralement, les écrans centraux, c'est plutôt réservé aux passagers pour pouvoir te libérer de cette contrainte. Exactement. Et là, t'as raison. Ouais, c'est vrai que l'écran est tactile, pourtant il est à toi. Exactement, c'est à moi. En fait, tu ne touches pas toi, tu peux toucher au petit toggle. Voilà. Les raccourcis, autrement dit. Voilà, exactement. Allez, bon, on part en élec. La caméra elle s'est éteinte. Ah oui, bah, on l'a éteinte. Ah donc attends, viens, je fais parking, je remets caméra. On part en élec parce que c'est un véhicule électrique. Effectivement. Là, on a quoi? On a l'entrée de gamme, c'est ça? Non, on a un GT, mais on a petite batterie, petite puissance. 210 chevaux, 73 kWh de batterie. Exactement. Donc, 520 km annoncés. Ouais. La voiture n'est pas chargée à 100%, donc on n'a que 77%. On va remettre les compteurs à zéro. Par contre, au niveau de la consommation aujourd'hui, ça va être compliqué de vous donner des vrais chiffres parce que on est au Danemark et ici on roule très très doucement et il n'y aura pas de route où on va vraiment prendre du 130 km/h ou autre. Sans quoi on sera rudement puni. Exactement. On nous a dit moins de 10 km/h, c'est 200 € d'amende. Au-dessus, c'est 400. Merci, monsieur, madame. On passe par là. J'ai pas compris comment fonctionnait ce feu. Ouais. Allez, c'est déjà parti. 800 € d'amende. Bon, le côté électrique, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve ça quand même très agréable au quotidien. Ouais. Après 110 mètres, traversez le rond-point et prenez la deuxième sortie en direction de Malmö. Non, c'est sûr que l'électrique, on s'y fait rapidement. Une fois qu'on y a goûté, on a beau être des puristes du thermique, c'est vrai que c'est agréable d'avoir une des deux voitures du foyer en électrique. Carrément. Je trouve que pour le quotidien, il n'y a pas mieux. Ce côté... Enfin, on a une impression de légèreté en électrique. On a ce calme. Et au final, on s'en rend pas compte. Mais le bruit ambiant, le bruit de ta voiture, tes vibrations, au final, ça te stresse le corps sans que tu t'en rendes compte parce qu'on prend une habitude. Et quand tu essayes ce genre de voiture, ça donne aussi envie de rouler plus calmement. Exactement, c'est ce que je dis souvent, ça t'incite à conduire tranquillement, c'est apaisant, c'est vraiment cool l'électrique pour ça. Après, c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui vont voir l'électrique comme une voiture qui est capable d'exploser tous les chronos. Mais bon, on est un peu hors sujet avec ce véhicule familial. Là, c'est vraiment... Allez, il a eu peur pour les 200 € là. Non, mais on m'a dit il y a des amendes partout, je fais gaffe. Oui, en plus, c'est de la vidéo-verbalisation ici, on rigole pas. Hein. Et de la délation même, aussi, il nous a dit. Parce que tu as le droit de dénoncer quelqu'un et la personne prend l'amende. Même moi, je peux le dénoncer. On va s'auto-dénoncer. Mais non, l'électrique, oui, effectivement. Là, par exemple, j'ai essayé le Porsche Taycan Turbo GT. C'est un truc, ça m'a rarement retourné la tête autant que ça. Un pouce au crime. Clairement. Déjà, un Taycan de base qui fait à peine 405 chevaux, 408 chevaux, c'est déjà du grand n'importe quoi. Mais l'autre, il fait 1138 chevaux ou 1134. Et en fait, on arrive à des puissances extrêmes. Même Tesla était, on va dire, les pionniers là-dedans à faire des voitures accessibles à tout le monde avec des 400, 450 chevaux, voire maintenant 1020 chevaux pour une modèle S-Plaid. Avec leur mode de conduite ludicrous, etc. Mais ça, c'est des vitrines commerciales, ça. Ouais, complètement. Mais au final, c'est accessible à tout le monde. Et c'est ça l'avantage. On peut, tu vois, rouler vraiment tout doucement comme ça. Il y a des anciennes voitures où tu avais des gros moteurs, où ça faisait et c'était dur à conduire. Maintenant, le fait que tout soit automatique, qu'il n'y ait plus de vitesse à passer, que ce soit simple, que toutes les directions soient légères, etc. Même avec de la puissance, tu peux le contrôler. Et les modes de gestion, au final, tu mets un mode éco, juste tu cliques sur un bouton, la voiture, elle devient toute sage. Tu sais que cette réflexion, je l'ai faite récemment avec le Porsche Macan. Je trouve que la version d'entrée de gamme est plus cohérente parce qu'en version turbo,
et ben il faut doser excessivement l'accélérateur pour pas se faire de coups du lapin, tellement c'est puissant, tellement c'est coupleux. Donc ouais, c'est vrai qu'il faut rester raisonnable avec ce genre de mécanique, quoi. Ouais, je trouve ça hyper agréable. Après, le seul problème que j'ai, moi, c'est que je trouve ça encore vraiment cher. Là, on voit que selon les tarifs, alors il n'y a pas une énorme différence, ça commence à baisser un petit peu le prix des voitures électriques, et heureusement, parce que je trouve ça un petit peu excessif. Après, est-ce que c'est intéressant pour une voiture familiale 7 places d'avoir une voiture électrique? On va voir ce que ça donne niveau consommation, mais pour partir en vacances, c'est une contrainte supplémentaire, on va dire, parce que c'est vrai que quoique même avec les enfants, on s'arrêtait quand même assez souvent. Si vous partez avec 5 enfants à l'arrière, souvent les enfants ça veut des bonbons, ça veut faire pipi, ça a envie de vomir, il faut s'arrêter, ça a envie de prendre l'air. Donc pourquoi pas s'arrêter, à voir ce que ça donnera. C'est vrai que le nerf de la guerre chez les véhicules familiaux, c'est l'autonomie. Alors Peugeot annonce 660 km avec la grosse batterie. Donc il sera disponible bientôt, courant juillet, à la commande. Pour le moment, c'est 73 qui annonce en WLTP 520 km d'autonomie. À la base, ils avaient dit plus de 700 sur le 3008, mais je crois que selon les tests, c'était pas trop ça. En tout cas, pour la ville, on l'a vu. C'est cool. Ouais, l'amortissement filtre bien. Alors, bien qu'on ait des énormes jantes, hein, c'est quand même du 20 pouces. Moi, je trouve ça toujours excessif. C'est vrai qu'esthétiquement, ça rend la ligne bien équilibrée. C'est vrai que ça apporte un style très moderne. Mais au niveau confort, globalement, il vaut mieux rester raisonnable et piocher des jantes un peu plus petites, un peu plus compactes. Mais le filtrage est bon, ça tu verras après. Au niveau confort, sur certains revêtements, ça risque d'être un tout petit peu ferme, surtout avec l'Alcantara. Ok. Enfin, ça, c'est les premières impressions que je m'étais faites avec le 3008. Je pense qu'avec le 5008, il n'y a pas de révolution, on verra. Voilà. Là, le temps de comprendre comment fonctionnent les régulateurs, là, c'est bon. Mais c'est vrai que l'Alcantara est quand même assez ferme. Même là, juste au niveau d'assise, le dossier, ça va, je trouve. Mais l'assise, c'est assez ferme. Après, c'est joli, ouais, c'est doux. Globalement, tous les matériaux sont beaux. Hein. On voit vraiment, avec ces 3008 et 5008, la montée en gamme de Peugeot. Oui. Par rapport à la précédente génération, là, tu as vu un peu comment c'est classe. Ces revêtements en tissu là, qui apportent une petite esprit zen. L'Alcantara sur les sièges, le cuir en version sur les finitions hautes. C'est vrai qu'on voit vraiment avec les matériaux. Il y a un peu la souplesse des matériaux. Mais on le sent vraiment. Enfin, c'était recherché. Après, c'est sur les parties basses où ils ont gardé du plastique assez dur, assez basique. Mais après, qui est comme ça? Ouais. Alors, tu sais, il y a plein de journalistes qui disent le bas. Franchement, à part les journalistes, bon, voilà. Moi, ce que je dis, c'est du moment que ce que je vois, c'est beau. C'est pareil, ma portière, je suis rarement comme ça. Si c'est confortable lorsque je mets le coude, moi, ça me suffit, tu vois. Le fait que ce soit un petit peu arrondi, que ce soit bien, c'est pour le coude ici, moi, ça me va. Ah oui. Ça, c'est les premiers radars. Attention, on dépasse pas 110 km/h. Parce que... On va se faire un petit bout à 110 quand même, histoire de. Allez, si je monte là au régulateur, parce que ça monte de 5 en 5. 110. Au cas où, c'est pas moi. Est-ce que je suis sur la photo, on est comme ça passe. On va te retrouver, quoi qu'il arrive. Donc là, on va traverser de Copenhague pour aller en Suède avec ce grand pont. Il me semble, alors je sais plus si c'est celui-là, mais après, je crois qu'on rentre dans l'eau et on retraverse. Ce qui devrait être assez cool. Ouais, celui-là, il est bien photogénique, celui-ci. Ouais. Tu vas faire quoi? Tu vas mettre une petite incrustation pour les internautes? Tiens, filme, s'il te plaît. Allez. Attention. Ça y est, je savais que j'étais pas là pour rien. Il me fait bosser. Alors tu dépasses le camion, là. Ouais, allez, on dépasse. On a une belle vue. En plus, devant, il n'y a absolument personne. Oh, ça va être beau. Je vais attendre un chouille. Alors les éoliennes à droite, hein. Comme ce pays nordique. Il y en a vraiment beaucoup, on a longé toute la côte en avion, je trouvais ça super beau. En tout cas, même à 110, tu vois, c'est quand même très agréable. J'aurais bien aimé rouler à 130, mais dans ce pays, on n'a pas de route à 130, malheureusement. On peut essayer, hein. Non, j'ai pas envie de risquer 400 € d'amende minimum. Bon, en fait, souvent, le pont, on le voit bien de loin, mais quand on est dessus, c'est plus pareil. Exactement. Bon, c'est joli. Les éoliennes. Il y a des petits bateaux et tout à droite, c'est mignon. Bon, merci, assistant caméraman. Je suis JRI maintenant, je suis journaliste cadreur. Mais enfin, voilà, moi j'aime bien ce côté agréable. On entend quand même un peu les bruits de roulement qui remontent dans la voiture. Les bruits du vent, c'est super bien contenu. Après, ça dépend aussi du revêtement. Mais ça reste agréable tout de même.
plutôt bien. Les sièges, c'est vrai qu'ils sont un peu fermes, comme tu disais. Le petit volant, on s'y fait, mais là, comme je me fais conduire, sur ce genre de route, ça me dérange pas trop. En ville, ce qui me choque le plus, c'est quand on prend une Peugeot. Au début, on est là, genre, et quand on reprend une autre voiture, on a l'impression d'être dans un camion. Un camion ou un bateau, un gouvernail. Et... Alors, ça, justement, tu vois, c'est vraiment quelque chose d'assez personnel. Moi, j'ai du mal avec ce volant. Je trouve qu'effectivement, ça apporte une petite valeur ajoutée à Peugeot, qui a quelque chose de différent de la concurrence. Par contre, plus le volant est petit, plus la précision est moindre, on est d'accord. Tout à fait. Donc, globalement, je préfère les volants de taille normale. Celui-là, il est très joli, mais... Pour moi, Porsche, c'est l'idéal. C'est le rond parfait, tu prêches à convaincre. La même taille tout le long. Il n'y a pas de plus gros, plus fin, le même rond, Alcantara, avec le petit bouton chauffant au milieu. C'est la perfection. Par contre, on change de pays. Ça y est ? Ça y est, c'est officiel. On est en Suède ? On est en Suède. C'est beau. Bienvenue. Bon Merci. Bon, par contre, tu parlais du iCockpit, ça c'est vraiment intéressant à noter, c'est qu'il y a beaucoup de monde quand même qui avait reproché à Peugeot d'avoir conçu quelque chose où le volant cachait le bas du compteur sur les toutes premières générations d'iCockpit. Et là, avec l'association de ce nouvel écran qui est un petit peu surélevé et ce volant, donc avec un méplat haut et bas, qu'est-ce que tu en penses Moi, ça me cache toujours le Peugeot ici avec le petit drapeau de la France. C'est pas dramatique. Alors, cette information ne me sert à rien parce que je sais que je suis en Peugeot et le petit drapeau de la France, voilà. Je vois quand même mes modes, etc. Ça va, ça me gêne pas trop. T'as pas réglé le volant excessivement bas à cause de ça, tu l'as réglé pour toi. Normalement, si je veux voir tout mon écran, il faut que je le mette plus bas. Mais comme on a les aides à la conduite, moi, tu sais, j'aime bien relever les jambes un petit peu de temps en temps. Puisque je vais pas les laisser tendues à la limite des pédales. Et là j'aime bien parce que par exemple là ça ralentit tout seul, ça dit qu'il y a des caméras, etc. J'ai pas besoin de trop de me soucier de la route. Et ça c'est bien parce que par exemple quand on a des enfants, on regarde, arrête, calme-toi Michel. Non, il n'y a pas d'enfant qui s'appelle Michel. Dans les années 80. Calme-toi Fleur. Et ça pour moi c'est un vrai plus les aides à conduite. Surtout quand on est distrait, etc. Et que tu regardes pas la route comme aujourd'hui. Exactement. Et tu vois, par exemple, moi je parle beaucoup à la caméra et je sais que je fais énormément confiance à tous ces aides à la conduite. Jean Dodane. Ouais, c'est confort. Pas mal. Hein. Ouais. Allez, accélération. Voilà. On a 70. J'étais au pied au plancher. Ouais, j'étais pied au plancher. Ouais. Donc les 210 chevaux. Moi je garde un chiffre en tête, je crois que c'est 8 secondes 7 au 0 à 100 pour le 3008. Ok. Pour le 5008, c'est peut-être un peu plus quoi. Dommage, il n'y a pas de quoi s'arrêter. Regarde, on va se faire un 50 110. En gros, attention, il n'y a personne. Allez, 50 et pieds dedans. Ouais, 80, 90, 100, 110. Allez, t'as mis le doigt sur le problème de la voiture. C'est que c'est un petit peu lourd. Exact. On est d'accord. Ça a pris un bon embonpoint, comme on pourrait dire. 2200 kg à peu près. Ce qui n'était pas courant chez Peugeot. Non, et c'est notamment dû au fait que 3008, 5008, c'est un véhicule multi-énergie en fait. Donc il est disponible en hybride rechargeable et en électrique. Donc forcément, autoriser une modularité pareille, mettre un moteur thermique sous le capot ou non, mettre des batteries ou non, ça oblige à renforcer la voiture de partout et donc on arrive à un poids à environ 300 kg supérieur à son compatriote français dont on ne va pas citer le nom. Pas de concurrent, mais vous avez le droit de la mettre dans les commentaires si vous savez de qui on parle, de quoi on parle. Mais aussi on a parlé avec des ingénieurs parce que comme c'est Stellantis maintenant, c'est un groupe, je crois il y a 13 ou 15 marques. C'est vendu aussi avec cette plateforme pour le continent américain avec Jeep. Et Jeep, c'est des voitures plus grosses, plus balèzes et surtout les normes américaines qui demandent plus de rigidité que chez nous. Parce que là-bas, ils ont des F-150 et quand un F-150 rentre dedans, je pense que c'est mieux d'avoir une caisse un petit peu plus costaud que quand c'est une Fiat 500 qui vient de rentrer dedans chez nous ou une petite Clio. Ouais, parce que le F-150, de toute façon, c'est la voiture du collégien. Hein. On est plutôt sur du 250, des doubles essieux, c'est fou. Donc c'est pour ça aussi que la voiture est un petit peu plus lourde que ce qu'ils auraient aimé en tout cas de notre côté. Mais après à conduire c'est bien. Après est-ce qu'un papa ou une maman de famille va faire des 0 à 100 comme nous on aime bien le faire?
pas forcément. L'accélération, pour moi, je la trouve suffisante. Et le côté surtout électrique, il n'y a pas de passage de rapport, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de rupture de couple, quoi que ce soit, c'est toujours linéaire. Et encore, là, comme on dit, on ne va pas pouvoir faire un vrai test, qu'on fait que du 110 et ça va être des petites routes ensuite. Donc il n'y a pas du tout d'autoroute. Il n'y a pas de montagne. Il n'y a pas de montagne. Et pour moi, un véhicule familial comme ça sert également sur l'autoroute pour partir en vacances. Parce que c'est rare qu'on emmène tous les enfants à l'école au même moment. Et c'est rare, au final, dans la vie de tous les jours, qu'on ait vraiment besoin d'une voiture 7 places, j'ai l'impression. En plus de ça, effectivement, il faut savoir que c'est vraiment sur voie rapide qu'un véhicule électrique consomme le plus. Et que la consommation le delta entre 110 et 130 km/h, c'est une consommation vraiment énorme en supplémentaire. On prend 30% de plus quasiment. Ouais. Et ça fait vraiment la différence. Et on verra tout à l'heure sur les petites routes ce que ça donne niveau direction, niveau feeling. Et oula, ouais, c'est très mou ça. C'est très mou, mais j'imagine, connaissant Peugeot, qu'ils ont plutôt positionné ça de manière assez dynamique quand même. Ouais. On va voir tout à l'heure dans les petits virages, mais quand on fait ça, tu vois, c'est très flagada. Hein. Vous voyez un chamallow, bah, c'est un petit peu pareil. Mais c'est agréable. Contre, oui, l'avantage c'est que si on fait pas ce que je fais là, ce qui est pareil, hein, assez rare de faire ça sur la route, ça amène un confort. Et tu as vu, même le dos d'âne, etc. C'était très confortable. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est une voiture 7 places qui est faite pour avoir 7 personnes dedans. Donc là, on est censé avoir une suspension plus ferme également de base, parce que c'est des ressorts qui sont plus durs pour accueillir 7 personnes. Là, on n'est que 2. Et même en étant 2, ça reste quand même très confortable. Et ça, c'est rare dans une voiture 7 places. C'est comme un camion utilitaire. Quand il n'y a rien dedans, l'arrière sautille. Et là, on n'a pas du tout senti ce problème. De toute façon, sinon, tu changes le mode de conduite. Ah non, ça ne change pas la suspension chez Peugeot. C'est bien là où je vais en venir. Donc ouais, Peugeot a quand même des prétentions assez premium, mais c'est dommage qu'ils n'aient pas été au bout des choses vraiment à tous les niveaux. En l'occurrence, 210, 230, 320 chevaux sur la version dual moteur. Voilà, niveau moteur, ils ont du répondant, mais il n'y a pas d'amortissement piloté. Alors peut-être sur la version de gamme plus tard, je sais pas, mais... Moi, j'en ai pas entendu parler en tout cas. Mais c'est vrai que plus tu veux te positionner haut de gamme, en fait, il ne faut pas juste vouloir se dire haut de gamme. Pour moi, il faut qu'il y ait tous les accessoires qui aillent avec. Alors, même si maintenant, tu vois, l'intérieur est très sympa, on a un bel écran digital, on sent que c'est quand même mieux que les petits trucs en plastique avec la petite casquette d'avant, ou les petites touches piano qui étaient bien sympas, j'aimais bien. Mais le fait que ce soit un écran supplémentaire, on sent que c'est déjà bien mieux, mais il manque des petites options comme ça, je trouve. Non, mais globalement, c'est vraiment raffiné, c'est élégant. Il y a des petites touches d'originalité, mais c'est vraiment pas au niveau de l'ambiance que je pourrais reprocher quoi que ce soit à cet habitacle. C'est vraiment pas mal à l'arrière et apparemment il y a énormément de place. En plus, il y a une banquette coulissante, donc tu peux moduler ça comme tu veux. J'imagine que tu veux montrer ça plus tard. Ouais, c'était montré avant ça normalement dans la vidéo. Parce que en fait, c'est filmé plus tard, mais c'est montré avant. Parce que voilà, on fait un petit ordre. La magie du cinéma. Les amis, après 2 heures de route, on a enfin trouvé une route où on pouvait faire un petit 0 à 100. Vous êtes prêts? Je viens de passer le mode sport. Allez, pied dedans. Ça part très gentiment quand même. Mais 70, 75, 79, 92 et 100. Tout en souplesse. Ah, le départ est très souple. Alors pour une voiture électrique, je crois que j'ai jamais connu ça. On est sur un petit chemin de campagne ici. Alors assez lisse, mais avec des cailloux. C'est plutôt confort. Ouais. Et si tu accélères un petit peu plus, genre si tu te mets à 50, 60, 70, le SP fait bien son boulot. Vas-y, pied dedans. Ouais, si, ça. C'était plutôt bien géré. On a trouvé une petite route un petit peu dégagée, un petit peu sinueuse. Normalement, on nous a dit qu'ici, on pouvait rouler un peu. Ouais. Allez, j'ai mis le mode sport qui me donne une direction un poil différente, même si c'est très léger sur le début ici. Bon, l'accélération, c'est vraiment très linéaire. Alors, là, ça s'appuie un petit peu, mais on sent un petit peu déjà l'avant. Alors ça reste toujours très confort. On sent, même en passager, on sent le centre de gravité très haut. La voiture elle prend pas beaucoup de roulis, mais on sent quand même qu'il y a des transferts de masse, quoi, de charge. Elle prend pas tant de roulis que ça, mais en fait elle y va tellement gentiment, tu vois, que ça vient s'appuyer. On
On sent que les pneus aussi ils disent s'il te plaît, n'en mets pas trop. Tiens. Donc personne conduira comme ça, mais c'est intéressant de conduire un véhicule à ses limites. Et donc, en fait, on arrive vite à la limite. Voilà. Et c'est pas que c'est pas fait pour être dynamique, mais avant Peugeot, on avait l'habitude d'avoir quelque chose d'assez rigoureux. Alors, je dis pas que ça ne l'est pas, hein, mais attention, t'es prêt, un gros freinage. Donc là, on est à 100. Ça plonge un petit peu quand même. Un peu. Non, mais c'est très bien. Bon freinage. Ça freine bien. Et on sent sécurité sur ce gros freinage. Tu vois ce que je dis? Des fois, il y a certaines voitures, tu sais, ça bouge de partout. Là, c'était resté super stable. L'ABS a super bien fait son boulot. On sent qu'il y a un petit peu de poids à ralentir. Mais ça va. Ouais, globalement, c'est toujours la même chose. Dans les virages. Exactement. Il y a juste dans les virages. Après, même, tu as vu, dans les sièges, on est bien maintenu. Ouais. Tu sais, en fait, j'ai pas pensé, mais en fait, j'étais tellement bien calé que ça se passait super bien. Ouais, tous les sièges sont bien dessinés, que ce soit l'entrée de gamme, l'Alcantara ou le cuir, ils ont tous la même forme. Après, je crois que l'électrique, justement, tu demandais tout à l'heure pour les réglages massants et électriques, ça vient avec le cuir apparemment. Ok. Mais c'est pareil, ils ne savaient pas me dire pourquoi j'avais pas de fonction électrique, mais normalement sur une GT, on est censé avoir d'électrique. Bon alors, ce nouveau Peugeot 5008, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, ça reste une bonne voiture. C'est confortable, c'est spacieux, il y a de la place pour 7 personnes, il y a du coffre, même avec 7 personnes, ça c'est bien, parce que c'est assez rare, donc ça mérite d'être souligné. Au niveau du design, alors, ça prend exactement le même style sur la face avant que le nouveau 3008. On aime ou on n'aime pas, après ça c'est vraiment une question de goût, mais ça modernise un petit peu cette voiture, ça change vraiment comparé à l'ancienne, par rapport au petit restylage qui avait été fait lorsque ça avait changé de motorisation. Là on a vraiment une sacrée différence. À l'arrière par contre, ce que j'aime bien, c'est que c'est un vrai SUV et pas de forme coupée, beaucoup plus avantageux pour une famille, et en 7 places c'est plutôt bien. Alors au niveau des consommations, c'était pas forcément réel ce qu'on a fait sur cet essai, puisque c'était des petites routes, on n'avait pas forcément d'autoroute ou de trajet assez rapide. Donc forcément, niveau consommation, c'était assez bas. Après, le côté électrique, hein, c'est quand même très avantageux au niveau du confort, du silence, des agréments de conduite. On ressent un petit peu le poids de la voiture, parce que ça fait 2 tonnes de forcément si on roule de façon un petit peu dynamique. Et peut-être à l'accélération, les versions un peu plus puissantes joueront un peu le rôle de gommer cet aspect. On sent que c'est un petit peu lourd, mais après n'oublions pas, c'est un Peugeot 5008. C'est vrai qu'on se fait vite aussi à l'aspect électrique instantané de beaucoup d'autres voitures, mais c'est vrai que quand on prend par exemple une Tesla Model Y qui est assez spacieuse, ça accélère quand même beaucoup plus fort et ça se ressent. Bref, j'ai hâte de voir la version la plus puissante, ce que ça donnera, ou même la version longue autonomie, qui pour, à mon avis, beaucoup sera assez intéressante, parce que je sais qu'on est encore assez frileux sur les voitures électriques. On cherche souvent la plus grosse batterie possible. N'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que vous prendriez, vous, la grosse batterie ou justement la petite batterie, pour vous dire ça sert à rien de payer forcément plus cher pour avoir un petit peu plus d'autonomie qui au final au quotidien ne nous sert pas forcément. Ça sert une fois ou deux dans l'année lorsqu'on fait des longs trajets. Pourquoi pas? À vous de me dire. Moi, j'avoue que je serais peut-être plutôt petite batterie et quelques recharges en recharge rapide. Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme ça, à vous abonner. Si vous avez des questions dans les commentaires, j'essaye de répondre. Il y a beaucoup de commentaires, mais je vous mets un petit like dès que je peux. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!